Introduction. Quand la nuit tombe, quand le silence devient trop profond, quand le souffle du vent semble porter des voix qu'on ne comprend pas. C'est peut-être qu'une histoire cherche à se raconter. Pas une histoire banale, non. Une histoire qu'on murmure à voix basse, au coin du feu, ou derrière une porte fermée. Ces récits que vous allez entendre viennent des 4 coins du monde. Certains puisent dans le folklore ancien, d'autres dans des faits divers inexpliqués, et quelques-uns naissent d'Internet, là où les peurs modernes prennent vie. Mais tous ont un point commun. Ils glacent le sang. Ils s'accrochent à l'âme. Ils vous feront regarder derrière vous, juste au cas où. Dans ce livre audio, vous entendrez 7 histoires terrifiantes, 7 plongées dans l'inconnu. Et si vous pensiez être seul, détrompez-vous. La Dame Blanche de Palavas-les-Flots. Il était un peu plus de minuit lorsque François reprit la route. Il n'avait pas bu, ou presque pas. Juste 2 verres, assez pour se détendre, pas assez pour perdre le contrôle. Il avait quitté la petite maison où il avait passé la soirée avec d'anciens collègues, des amis de jeunesse qu'il n'avait pas vus depuis longtemps. Des rires, des souvenirs, quelques discussions qui s'éternisent sur la terrasse. Et puis, cette envie de rentrer, de retrouver son lit. La route entre Montpellier et Palavas-les-Flots est courte, une vingtaine de minutes à peine. Une ligne droite entre les étangs et la mer, bordée de phares lointains et d'eau noire. Il y a peu de circulation à cette heure-là. On croise parfois un pêcheur, un octambule, ou personne. Et cette nuit-là, c'était le néant. Une route vide, presque inquiétante. François roulait doucement, fenêtre entr'ouverte, musique légère. L'air salé de la Méditerranée entrait dans la voiture. Un moment de calme. Il était seul, et ça lui allait très bien. Jusqu'au virage, jusqu'à ce qu'il la voie. Une silhouette fine, dressée au bord de la route. Juste après un tournant, là où les roseaux se font plus hauts. Une jeune femme, debout, immobile, en robe blanche. Il freina brusquement. Son cœur fit un bond. Il pensa d'abord à un accident, à une panne, à une femme en détresse. Elle ne faisait aucun signe. Elle ne tendait pas le pouce. Mais elle regardait la route, comme si elle attendait. François ralentit, ouvrit la vitre côté passager. « Tout va bien. Vous avez besoin d'aide ?» La jeune femme leva les yeux vers lui. Elle ne souriait pas, ne parlait pas, mais hocha lentement la tête, une seule fois, comme un oui discret. Il déverrouilla la portière. Elle entra, s'installa. D'un geste lent, presque flottant, elle referma la porte sans bruit. François ne dit rien. D'abord, il jeta un coup d'œil rapide. Elle semblait jeune. Très jeune, 22, 23 ans tout au plus. Sa robe blanche semblait ancienne, comme sortie d'un autre temps. Elle portait des ballerines, ses cheveux étaient longs, ondulés, presque trop bien coiffés pour une fille debout seule au bord de la route à minuit passé. Elle n'avait pas de sac, pas de téléphone, rien. Il relança doucement le moteur. Vous allez vers Palavas. Elle hocha la tête. Encore une fois, lentement, toujours sans parler. Le silence s'installa dans l'habitacle. Un silence étrange. Pas de gêne, pas d'attente. Juste un vide, presque solennel. François se sentit un peu nerveux, sans trop savoir pourquoi.
La présence de la jeune femme n'était pas dérangeante en soi, mais il y avait quelque chose d'étrange dans son attitude. Elle regardait droit devant elle, sans cligner des yeux, ne tournait pas la tête, ne posait aucune question, comme si elle connaissait déjà le chemin, comme si elle l'avait déjà fait 1000 fois. Il tenta un peu de conversation pour détendre l'atmosphère. Il fait bon ce soir. L'été est encore là, hein? Aucune réponse. Il essaya autre chose. Je ne vous ai jamais vu dans le coin. Vous vivez à Palavas? Toujours ce même silence. Elle ne semblait ni effrayée, ni froide, juste absente. Alors il se tut. Mieux valait ne pas insister. Peut-être venait-elle de vivre quelque chose de difficile. Peut-être n'avait-elle pas envie de parler. Il respecta cela. Mais une chose l'intriguait. L'air à l'intérieur de la voiture s'était rafraîchi, sans qu'il comprenne pourquoi. Comme si une brise glacée était entrée avec elle. Et ce parfum, discret, presque imperceptible, un mélange de fleurs séchées et de terre humide. Pas désagréable, mais ancien. Ils passèrent devant les étangs. Les lumières de Palavas n'étaient plus très loin. La route était toujours vide. Pas une voiture derrière, pas une devant. Seul. Et c'est là que tout bascula. François, pris dans ses pensées, jeta un regard vers le siège passager. Vide, totalement vide. Pas de portière ouverte, pas de bruit, pas de traces. La jeune femme avait disparu, comme si elle n'avait jamais été là. François sentit son estomac se nouer. Il freina brusquement. La voiture s'arrêta, en plein milieu de la chaussée. Il sortit, fit le tour, regarda sous la voiture, dans les buissons. Il appela. Rien. Il remonta dans l'habitacle, tremblant. S'assit, regarda le siège passager. Le tissu était froid, glacé. Il resta là, moteur éteint, les mains sur le volant, à essayer de comprendre, à chercher une explication logique. Il n'en trouva pas. Le lendemain, encore bouleversé, il en parla à un ami, un ancien du coin. Celui-ci l'écouta sans surprise. « Tu es tombé sur la dame blanche », lui dit-il calmement. « Ça arrive. T'es pas le premier. » François le regarda sans comprendre. « Comment ça arrive ?» Et l'autre lui raconta. L'histoire d'une jeune femme morte sur cette route dans les années 70. Une collision avec un camion, un soir de pluie. Elle revenait d'une fête, en robe blanche. Elle n'est jamais arrivée chez elle. Depuis, plusieurs automobilistes l'ont vue. Toujours au même endroit. Toujours en silence. Toujours vêtue de blanc. Certains disent que c'est son esprit, resté là, à attendre qu'on la ramène chez elle. D'autres pensent que ce sont des hallucinations collectives, des légendes qui s'auto-alimentent. Mais ce que François avait vu, ce qu'il avait ressenti, ce froid, ce vide, ça n'avait rien d'un mirage. Au fil des années, d'autres témoignages sont apparus. Des récits similaires, presque identiques. Une femme en blanc, un silence glaçant et une disparition inexpliquée. Des hommes, des femmes, des jeunes, des anciens. Tous décrivaient la même scène. Toujours sur cette route entre Montpellier et Palavas. Le mythe s'est enraciné. Certains évitent cette portion la nuit. D'autres y roulent exprès, espérant la voir. Mais ce que François sait, ce qu'il n'oubliera jamais,
c'est cette sensation précise, celle d'avoir partagé quelques kilomètres avec quelqu'un ou quelque chose qui ne venait pas de ce monde. Et chaque fois qu'il repasse par là, même en plein jour, il ralentit un peu, par réflexe, par respect, comme s'il ne voulait pas la déranger. L'île des poupées. Il faut imaginer un canal tranquille, aux abords de Mexico. De longues rangées d'arbres bordent l'eau, les barques glissent lentement, et le silence n'est troublé que par les rires lointains des passants ou les chants d'un oiseau. Un endroit paisible, presque hors du temps. Mais à mesure qu'on s'enfonce dans les canaux de Xochimilco, l'atmosphère change. Les couleurs semblent plus ternes, le ciel plus bas. Et puis, surgit un îlot, minuscule, discret, mais envahi, suspendu aux arbres, cloué aux cabanes, entassé dans les recoins, des poupées, des centaines, des milliers. Leurs visages sont sales, déformés, fondus par le soleil et la pluie. Certaines n'ont plus d'yeux, d'autres sourient d'un air tordu, et toutes semblent observer, en silence. Bienvenue sur l'île des poupées. Tout a commencé avec un homme, Don Julián Santana Barrera, un gardien, un ermite. Il s'était installé là dans les années 1950, seul sur cette île perdue entre les canaux. On raconte qu'il avait quitté sa famille, abandonné la ville, renoncé au tumulte du monde moderne pour venir vivre ici, entouré uniquement d'eau, d'arbres et de ses pensées. Pourquoi cette fuite ? Certains disent qu'il avait été témoin d'événements qu'il ne pouvait plus supporter. D'autres parlent d'un appel, d'une révélation spirituelle. Mais ce que tout le monde s'accorde à raconter, c'est ce jour où tout a basculé. Un jour, Julián aurait découvert le corps d'une fillette, noyée, flottant tout près de l'île. Elle n'avait que quelques années. Personne ne sut jamais qui elle était, ni d'où elle venait. Pas de nom, pas d'explication. Juste cette image, figée dans l'eau sombre. À quelques mètres de là, une poupée flottait aussi, comme si elle lui appartenait. Don Julián récupéra l'objet, le nettoya du mieux qu'il put et l'accrocha à un arbre. Il disait que c'était pour honorer la mémoire de l'enfant, pour la rassurer, pour qu'elle ne se sente pas seule dans l'au-delà. Mais à partir de là, quelque chose changea. Il commença à entendre des bruits, des chuchotements dans les feuillages, des pleurs étouffés à la tombée du jour, des rires parfois. Il racontait que la poupée bougeait la nuit, que ses yeux le suivaient. Alors, il en accrocha une autre, puis une autre. Il les trouvait dans les canaux, abandonnés, cassés, jetés par les familles. Il les suspendait un peu partout. Des têtes sans corps, des corps sans tête, des bras suspendus, des jambes pendues à des clous rouillés. Il ne cherchait pas à les réparer. Elles devaient rester telles qu'il les trouvait. Abîmées, déformées, incomplètes. C'était devenu une obsession, un rituel, une mission. Il disait que les poupées le protégeaient, qu'elles formaient une barrière entre lui et les esprits. Il parlait souvent à voix haute, s'adressait à elles comme à des êtres vivants. Les rares visiteurs qui passaient par là racontaient avoir vu Don Julián marmonner dans le vide, marcher pieds nus au milieu des poupées, poser l'oreille contre certaines d'entre elles, comme pour écouter quelque chose. Certains se moquaient de lui, d'autres partaient en courant. Mais ceux qui restaient plus longtemps, ceux qui osaient passer une nuit sur l'île,
revenez changé. Parce que l'atmosphère là-bas est différente, lourde, oppressante. Il y a un silence, mais ce n'est pas un vrai silence. C'est un silence habité, comme si la moindre feuille craquait trop fort, comme si les poupées respiraient. On sent parfois une main frôler son bras, alors qu'on est seul. Un murmure s'échapper d'un coin d'ombre. Un œil qui cligne, alors qu'il ne devrait pas. Des dizaines de personnes ont raconté avoir vu les têtes bouger légèrement, des bras se balancer, des visages changer d'expression. Certains ont pris des photos et remarqué, plus tard, une poupée de plus sur l'image. Une qui n'était pas là. Quant à Don Julian, il a vécu ainsi pendant plus de 50 ans. Jusqu'au jour où lui aussi a été retrouvé dans le canal, mort noyé, à quelques mètres seulement de l'endroit exact où il disait avoir trouvé la fillette, des décennies plus tôt. Certains y ont vu une coïncidence, d'autres, une boucle qui se referme. Depuis, l'île est restée telle qu'elle. Les poupées, toujours là, se décomposent lentement. Mais d'autres s'y ajoutent. Les visiteurs, les curieux, les croyants, viennent y déposer leurs propres offrandes. Une poupée, une lettre, un vœu. Les guides racontent l'histoire de Don Julian. Ils disent qu'il n'était pas fou, qu'il voyait ce que nous refusons de voir. Aujourd'hui, l'île des poupées est devenue une légende vivante. Certains y vont pour la curiosité, d'autres pour défier la peur. Mais tous repartent marqués. Il y a quelque chose là-bas, une présence. Et quand le vent se lève entre les branches, que les poupées grincent et s'entrechoquent, on pourrait presque croire qu'elles chuchotent entre elles, qu'elles vous regardent, qu'elles attendent. Attendent quoi? Personne ne le sait. Mais une chose est sûre, l'île des poupées n'est pas un lieu comme les autres. C'est un endroit où les histoires s'accrochent aux arbres et ne meurent jamais. Le Wendigo. Imaginez un territoire glacé, sauvage, sans fin. Des arbres noirs dressés comme des sentinelles muettes, des lacs gelés jusqu'à l'os. Et ce silence d'un autre monde entre deux bourrasques. Là-bas, dans ces terres oubliées entre le nord du Canada et les grands lacs américains, une légende circule depuis la nuit des temps. Elle s'insinue dans les rêves, elle s'accroche au murmure du vent et, parfois, elle prend chair. On l'appelle le Wendigo. Le mythe naît au sein des peuples algonquins, les Cris, les Ojibwés, les Saulteaux, les Innus, les Montagnais. Tous parlent de lui avec la même crainte sourde. Le Wendigo n'est pas seulement une créature monstrueuse, il est bien plus que ça. Il est une force, une malédiction, une essence destructrice. Il incarne ce que l'homme peut devenir de pire quand il cède à ses instincts les plus vils. Un esprit de la faim éternelle, de l'hiver infini. Chez les anciens, les récits se transmettaient autour du feu, à la tombée de la nuit, alors que la neige ensevelissait le monde. Le Wendigo, disait-il, rôdait dans les bois quand les vivres manquaient, quand les familles s'entassaient dans les cabanes, affamées, désespérées. Il n'était jamais loin quand les ventres criaient, quand les yeux perdaient leur éclat. Il n'attendait qu'une chose, qu'un être humain franchisse la limite, qu'il mange un autre être humain. C'est là que naissait le Wendigo, non pas comme une bête surgie de nulle part, mais comme une transformation, une métamorphose lente et irréversible. L'homme cédait à la faim, et cette faim devenait lui. Il se consumait de l'intérieur. Son âme s'effritait.
ses pensées se déformaient. Et très vite, il n'y avait plus rien d'humain. On le décrit alors comme une créature immense, toujours plus grande que ce que l'on croit possible. Sa peau est fine, translucide, collée à des os saillants. Ses yeux sont enfoncés, petits, jaunes ou rouges, toujours brillants. Et sa bouche, béante, sans lèvres, laisse apparaître des dents longues et irrégulières. Certains disent qu'il a une tête de cerf, avec de grands bois noirs, comme pour rappeler qu'il a été un chasseur. D'autres le voient sans forme stable, capable de se fondre dans les arbres, dans la glace, dans la nuit. Mais tous s'accordent sur un point. Il est affamé. Toujours. Irrémédiablement. Ce n'est pas une faim ordinaire. C'est une faim surnaturelle. Une faim qui ne connaît jamais la satiété. Plus il dévore, plus elle grandit. Et c'est là toute la terreur du Wendigo. Il est l'incarnation même de l'excès, de la consommation sans limite, de la perte totale de contrôle. Mais l'histoire du Wendigo ne s'arrête pas à une simple créature aux confins de la forêt. Il est aussi une présence, un esprit qui peut s'infiltrer dans les esprits affaiblis, dans les âmes brisées par l'isolement, le froid, la solitude. On parle alors de possession par le Wendigo, une psychose, un mal invisible. Au XIXe siècle, plusieurs récits documentés évoquent des cas troublants. Celui de Swift Runner, par exemple, a marqué les esprits. C'était un trappeur cri respecté, un homme éduqué, un père de famille. Durant l'hiver 1878-79, il partit avec sa femme et ses enfants dans la forêt pour passer la saison. Mais au printemps, il revint seul. Quand les autorités enquêtèrent, elles découvrirent les restes mutilés de sa famille. Il avait tout mangé. Lors de son procès, Swift Runner déclara que le Wendigo l'avait possédé. Il n'avait pas faim, dit-il. Il avait été poussé à tuer, à consommer l'impensable. Il fut pendu. Mais beaucoup restèrent persuadés qu'il n'était qu'un hôte, qu'il avait été choisi. Ce n'est pas un cas isolé. Plusieurs récits circulent dans les archives canadiennes et dans les traditions orales. Des hommes, des femmes, devenus soudainement violents, obsédés par la viande humaine. On y voit des hallucinations, des cauchemars récurrents, des transformations psychologiques brutales, à tel point que certains guérisseurs amérindiens reconnaissaient officiellement la psychose du Wendigo. On disait que seule une cérémonie chamanique ou la mort du possédé pouvait briser le mal. Avec le temps, la créature s'est faite plus discrète, mais elle n'a pas disparu. Aujourd'hui encore, certains témoignent. Des randonneurs parlent d'une silhouette immense, aperçue au crépuscule, entre deux arbres. Des chasseurs affirment avoir suivi des traces dans la neige, impossibles à identifier. Des familles évoquent des disparitions étranges dans les réserves isolées du Grand Nord. Toujours le même scénario. Une nuit glaciale, une personne qui s'éloigne et qu'on ne revoit jamais. Et puis il y a ces histoires plus subtiles. Un souffle glacé au creux de la nuque, une odeur de chair en décomposition dans un endroit désert, des bruits de pas sur la neige alors qu'on est seul, des enfants qui pleurent sans raison en regardant la forêt, des animaux retrouvés, vidés de l'intérieur, sans trace de lutte. Certains folkloristes modernes voient dans le Wendigo une allégorie, un symbole du capitalisme, de la surconsommation, de cette pulsion humaine qui ne sait pas s'arrêter. D'autres pensent qu'il a muté, qu'il n'a plus besoin des bois, qu'il hante désormais les villes
les esprits, les écrans. Que le Wendigo, aujourd'hui, se nourrit d'émotions, de haine, de colère, qu'il se glisse dans nos failles les plus intimes. Mais pour ceux qui ont grandi avec l'histoire, qui l'ont entendu dans la voix tremblante de leurs grands-parents, il ne fait aucun doute. Le Wendigo existe. Peut-être pas dans la forme monstrueuse décrite dans les contes. Peut-être pas à chaque coin de forêt. Mais il rôde. Il attend. Il guette les moments de faiblesse. Il s'insinue dans le froid, dans la faim, dans la solitude. Et si vous vous retrouvez un jour seul, perdu, affamé, dans un paysage de neige sans fin, si vous sentez monter en vous une rage, une envie irrépressible, une faim qui n'est pas la vôtre, rappelez-vous, ce n'est pas votre ventre qui crie, c'est lui. Et une fois qu'il est entré, il ne repart jamais vraiment à Aokigahara, la forêt des suicides. Il y a au pied du mont Fuji une mer d'arbres si dense qu'à peine entré, le monde semble se refermer derrière vous. Plus un bruit, plus de vent, plus d'écho. Juste vous et le silence. C'est Aokigahara, la forêt des suicides. À première vue, c'est un lieu magnifique. Une forêt primaire, aux racines noueuses, au sol irrégulier, formé de lave refroidie. La lumière y filtre à peine. Les arbres s'enlacent dans une obscurité verte, épaisse, presque liquide. Les boussoles y perdent le nord, perturbées par les minéraux ferriques du sol. Et les téléphones n'ont plus de signal. Dès les premiers mètres, quelque chose vous serre la poitrine. On dit que même les oiseaux y chantent moins, que le silence n'est pas naturel, mais forcé, comme si la forêt, elle-même, retenait son souffle. Ce n'est pas un hasard si tant de gens y viennent pour y mourir. Depuis des décennies, Aokigahara est associé à la mort volontaire. Chaque année, malgré les patrouilles, les messages de prévention, les campagnes de sensibilisation, des dizaines de personnes s'y rendent avec un seul objectif, en finir. L'origine de cette réputation remonte loin. Certains l'associent à des récits anciens, des légendes évoquant l'Ubasut. Cette pratique, aujourd'hui disparue, où l'on abandonnait les personnes âgées dans les montagnes pour les laisser mourir. D'autres pointent le roman Naminoto, La Tour des Vagues, de Seisho Matsumoto, dans lequel une femme se rend précisément à Aokigahara pour s'y suicider. Ce livre a connu un immense succès au Japon dans les années 60. Et depuis, la forêt est devenue un point de non-retour. Mais au-delà des récits, il y a surtout une douleur collective, silencieuse. Le Japon, malgré sa richesse et sa modernité, connaît un taux de suicide parmi les plus élevés du monde industrialisé. Pression sociale, isolement, honneur familial. Autant de raisons qui poussent certains à considérer la mort comme une sortie digne. Et Aokigahara, avec son isolement total, devient ce lieu parfait pour disparaître sans bruit. Mais ceux qui s'y aventurent ne viennent pas tous pour mourir. Certains y marchent par curiosité, d'autres cherchent un proche disparu. Les rangers, eux, arpentent les sentiers en silence, à la recherche de signes. Et dans cette forêt, les signes sont partout. Une chaussure abandonnée, un sac plastique gonflé d'humidité, une tente plantée au milieu de nulle part, parfois même une corde rouge. Les visiteurs la croisent fréquemment. Une simple corde, déroulée sur plusieurs mètres, accrochée aux arbres, formant une ligne fragile dans le labyrinthe végétal.
Elle est posée là, par ceux qui hésitent encore, pour retrouver leur chemin s'ils changent d'avis. Parfois, ces cordes reviennent à l'entrée. D'autres s'arrêtent net. Certains randonneurs tombent sur des messages griffonnés, accrochés aux arbres. Je suis désolé. Ne me cherchez pas. Merci pour tout. Des notes simples, tragiques. Les policiers trouvent parfois des corps, parfois seulement des vêtements, des restes. Et trop souvent, rien. La forêt garde ses secrets. Mais ce qui trouble le plus, ce sont les récits de ceux qui en sont revenus. Des survivants, des randonneurs, des curieux. Tous décrivent la même chose. Une sensation étrange. Comme si la forêt pensait. Comme si elle vous observait. Certains disent avoir entendu des murmures, alors qu'ils étaient seuls. D'autres jurent avoir vu des silhouettes entre les troncs. Un homme, parti à la recherche de son frère, raconta avoir suivi un sentier inconnu, guidé par une impression, une voix intérieure. Au bout de 2 heures, il trouva une tente vide. Et à quelques mètres de là, son frère, inconscient, mais encore en vie. Il jura avoir été appelé par quelque chose. Un autre témoignage, celui d'une jeune femme qui avait tenté d'en finir, mais avait changé d'avis à la dernière minute, évoque une sensation glacée, comme si quelque chose lui avait saisi la main alors qu'elle accrochait la corde. Pas un contact physique, dit-elle, mais une force, une présence, quelque chose de triste, mais ferme, comme si la forêt elle-même me disait non. Et puis, il y a ceux qui voient, des formes blanches, des visages entre les branches, des pas dans les feuilles alors qu'ils sont seuls, l'impression d'être suivis, de ne pas être seuls. Certaines caméras, posées par des explorateurs urbains, ont enregistré des sons étranges, des sanglots, des gémissements, des souffles, des choses qui ne devraient pas être là. Pour les esprits japonais, ce n'est pas si surprenant. Le pays tout entier est traversé par la croyance en les yurei, les esprits des morts restés coincés entre 2 mondes. Des âmes tristes, retenues par une émotion trop forte. La douleur, la colère, la honte, la solitude. Et Aokigahara, disent certains, est pleine de yurei, trop pleine. Chaque arbre y aurait absorbé une peine. Chaque sentier porterait les traces invisibles de pas qui ne s'arrêtent jamais. C'est une forêt vivante, mais pas dans le sens habituel. Il ne s'agit pas ici de monstres spectaculaires ni d'horreurs sanglantes. La peur, dans Aokigahara, est plus subtile. Elle est lente. Elle s'infiltre. Elle vous prend au creux de l'estomac et vous suit jusqu'au retour. Si retour il y a. Beaucoup de ceux qui y sont allés refusent d'en parler. D'autres disent qu'ils y pensent encore, chaque nuit. Pas à ce qu'ils ont vu, mais à ce qu'ils ont ressenti. Cette tristesse partout, cette lourdeur dans l'air, et ce murmure persistant, presque inaudible, qui semble dire « Reste ». Aokigahara n'est pas une simple forêt. C'est un sanctuaire de douleur, un lieu où la nature absorbe la peine des hommes et la garde en elle comme une mémoire vivante. Et si un jour vous vous y aventurez, souvenez-vous d'une chose. Là-bas, même le silence raconte une histoire, le rituel du jeu de minuit. Il y a des jeux qu'on découvre par hasard, au détour d'un forum obscur,
dans un vieux carnet oublié ou au fond d'un site web qu'on aurait préféré ne jamais ouvrir. Des jeux dont on rit au début, comme on rit des histoires de fantômes autour d'un feu de camp. Mais il suffit d'un pas, d'un seul, pour que la frontière entre la fiction et le réel commence à se fissurer. Le rituel du jeu de minuit fait partie de ces jeux. Un jeu interdit, un rituel occulte, une épreuve qu'on ne tente qu'une fois, et parfois jamais jusqu'au bout. Selon ceux qui en parlent, et ils sont nombreux, ce n'est pas un simple jeu. C'est une invitation, un pacte non signé avec une entité ancienne qu'on appelle l'homme de minuit. Une créature silencieuse, invisible, mais bien réelle pour ceux qui ont eu le malheur de l'appeler. Car dès que vous suivez les règles, le jeu commence. Et vous n'êtes plus seul. Les règles du jeu interdit. Le rituel doit être effectué seul. C'est la première règle. Aucune assistance, aucun spectateur. C'est un jeu intime. Une confrontation entre vous et lui. Vous avez besoin de quelques objets. Une feuille de papier, un stylo, une bougie, du sel, une boîte d'allumettes ou un briquet, une goutte de votre sang et une maison, de préférence, la vôtre. À 23h50, vous devez écrire votre nom complet, prénom, nom de famille, sur la feuille. Ensuite, vous y ajoutez une goutte de votre sang, une vraie. Il faut une blessure minime, mais réelle. Ce n'est pas symbolique, c'est une offrande, une signature. Placez ensuite la feuille devant votre porte d'entrée fermée. Allumez votre bougie. Éteignez toutes les lumières de la maison. Téléphone, ordinateur, lampe, tout doit être plongé dans l'obscurité. Le moindre éclat artificiel brise le rituel. À minuit pile, vous frappez 3 fois à la porte. Pas plus, pas moins. 3 coups secs et distincts. Le 3e doit retentir exactement à minuit. Ensuite, vous ouvrez la porte, puis vous la refermez. Cela signifie que vous avez invité l'homme de minuit à entrer. À partir de cet instant, le jeu est lancé. L'invocation de l'homme de minuit. Ce que vous avez fait à cet instant précis, ce n'est pas anodin. En ouvrant la porte, vous ne l'avez pas seulement laissé entrer dans votre maison, vous l'avez laissé entrer dans votre monde, dans votre espace vital, dans votre nuit. L'homme de minuit n'a pas de forme fixe. Il n'a pas de voix. Il ne frappe pas. Mais il est là, quelque part, dans les pièces que vous venez de plonger dans le noir. Vous ne le verrez pas, mais vous sentirez sa présence. Et si vous avez bien fait les choses, il ne vous touchera pas. Du moins, pas tout de suite. La bougie que vous portez devient votre seul lien avec la lumière, votre seul rempart. Vous devez la garder allumée pendant toute la durée du jeu, jusqu'à 3h33 du matin. C'est votre unique défense. Le moindre faux pas, et vous l'inviterez un peu plus près. Car ce n'est pas un jeu où vous chassez un monstre. C'est un jeu où le monstre vous chasse. Vous. Le jeu commence. Dès la fermeture de la porte, vous devez commencer à vous déplacer dans votre maison. Lentement, en silence, bougie à la main, regard aux aguets. Vous pouvez marcher, errer, mais jamais rester immobile trop longtemps. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas s'asseoir. Il ne faut surtout pas vous cacher. Si votre bougie s'éteint, cela signifie qu'il est proche, très proche. Vous n'aurez que 10 secondes pour la rallumer. Pas 11, pas 12, 10. Si vous n'y parvenez pas,
il vous trouve. Et là, les règles changent. Vous ressentirez d'abord un froid saisissant, comme si toutes les fenêtres s'ouvraient à la fois. Puis, quelque chose s'insinue en vous. Une panique irrationnelle, une sensation de chute, de mort imminente. Certains disent qu'il pénètre vos souvenirs, vos peurs, vos regrets, qu'il vous montre ce que vous cachez au plus profond. Il ne vous tue pas. Il fait pire. Il vous brise. Si vous ne réussissez pas à rallumer la bougie, vous pouvez tracer un cercle de sel autour de vous. C'est votre dernier refuge, un espace sacré, un piège pour lui. Tant que vous ne le franchissez pas, il ne peut pas vous atteindre. Mais vous ne devez pas bouger, pas un pied en dehors, pas même un doigt. Car une fois que vous avez franchi la ligne de sel, vous lui appartenez. Signe de sa présence. Il y a des signes, des indices, des avertissements. Votre bougie vacille sans raison. Vous entendez des pas dans la pièce d'à côté. Votre montre ralentit ou s'arrête. Une porte grince alors que vous êtes seul. Un frisson vous parcourt l'échine et vous savez qu'il est là. Certains affirment qu'on entend parfois des voix. Pas des voix monstrueuses. Non, des voix familières. Celles de vos proches, de vos amis. Elles vous appellent, vous supplient de sortir du cercle. Mais ce ne sont pas eux. Jamais. C'est lui. Il parle avec ce que vous aimez. Il utilise vos souvenirs comme des armes. Certains voient même des ombres passer d'une pièce à l'autre. D'autres sentent une main invisible leur frôler le bras. Quelques-uns parlent d'une silhouette immobile dans un coin, qui les observe. Mais quand ils allument la lumière, il n'y a rien. Et pourtant, le malaise reste. Faim ou damnation. Si vous survivez jusqu'à 3h33 du matin, vous avez gagné. L'homme de minuit s'en va. Ou du moins, il quitte votre maison. Il ne laisse pas de marque, pas de traces visibles. Mais il laisse parfois un vide, une impression, une chose que vous ressentez sans pouvoir l'expliquer. Beaucoup de ceux qui ont terminé le jeu racontent qu'ils ne sont plus les mêmes, qu'ils dorment mal, qu'ils entendent encore des bruits dans les murs, qu'ils sentent une présence les suivre, les nuits de pleine lune. Et puis, il y a ceux qui échouent, ceux qui disparaissent, ceux qu'on retrouve mutiques, recroquevillés dans un coin, les yeux figés dans le vide. Ceux qui ne peuvent plus parler, qui ne se souviennent de rien, ou peut-être de trop. Ce jeu n'a rien d'un divertissement. C'est un rituel ancien, dont les origines réelles restent inconnues. Certains parlent d'un rite païen de punition. D'autres évoquent une entité oubliée, réveillée par erreur par l'homme moderne. Mais ce qu'on sait, c'est que le jeu de minuit ne pardonne pas. Il ne récompense pas. Il ne joue pas. Il juge. Alors, si un jour vous tombez sur ces instructions, si, par curiosité, vous vous dites « Et si je le faisais ?» Juste pour voir. Posez-vous une seule question. Êtes-vous prêt à rester dans l'obscurité pendant 3h30, seul, avec lui? Et surtout, êtes-vous sûr qu'il partira une fois le jeu terminé? Car une fois que vous l'avez laissé entrer, l'homme de minuit n'oublie jamais votre nom. Le pont de Goatman. Au cœur du Texas rural, là où les routes s'effacent sous les arbres, où les grillons chantent plus fort que les moteurs, il existe un endroit que les habitants évitent une fois la nuit tombée. Un pont vieux de plus d'1 siècle,
rongé par le temps, soutenu par une structure grinçante en fer rouillé. Il l'appelle Goatman's Bridge, le pont du Goatman. Officiellement, il s'agit du Old Alton Bridge, un passage autrefois emprunté par les calèches entre Denton et Copper Canyon. Mais depuis longtemps, le nom officiel a disparu dans les murmures. Ce n'est plus un simple lieu de passage. C'est devenu un lieu de peur. Car ceux qui connaissent la région vous le diront. Ce pont est maudit. Le pont maudit. De jour, il paraît presque banal. Une structure étroite, recouverte de planches usées, surplombant un cours d'eau boueux. Mais dès que le soleil décline, l'air change. Il devient plus lourd, plus électrique, comme si le lieu gardait en mémoire des choses qu'il ne devrait pas. Les adolescents locaux viennent parfois par défi, entre deux canettes de bière, poussés par l'envie de frissonner. Mais même eux s'en vont rapidement, souvent sans demander leur reste. Certains refusent même d'y poser le pied après le crépuscule. Les anciens, eux, baissent la voix lorsqu'ils en parlent. Et dans leur regard, on lit bien autre chose que du folklore. La légende remonte aux années 1930. Oscar Washburn était un homme respecté, éleveur de chèvres afro-américain, vivant aux abords du pont avec sa famille. Il était connu pour la qualité de ses bêtes et sa gentillesse. Les habitants venaient de loin pour acheter son fromage, ses savons artisanaux, ou simplement échanger quelques mots. Mais dans cette Amérique encore marquée par la haine raciale, la réussite d'un homme noir était un affront pour certains. Un soir, un groupe de fanatiques du Ku Klux Klan vint frapper à sa porte. Ils l'amenèrent de force sur le pont, une corde autour du cou. Et dans la nuit noire, ils le pendirent au-dessus de la rivière. Mais lorsqu'ils regardèrent, le corps avait disparu. La corde pendait, vide. Pris de panique, ils descendirent pour le chercher. Mais Oscar n'était nulle part. C'est à partir de ce moment que les rumeurs ont commencé. On disait qu'il était revenu, transformé, qu'il avait fusionné avec les bêtes qu'il aimait tant, qu'il était devenu le Goatman, mi-homme, mi-bouc, avec de grandes cornes recourbées et des yeux rouges qui percent la nuit. Il n'était plus Oscar, il était vengeance. Et le pont était devenu son domaine. Le rituel d'invocation. La légende dit que si vous allez sur le pont à minuit, seul, et que vous prononcez 3 fois à voix haute, « Je ne crois pas au Goatman », alors vous l'invitez. Certains prétendent qu'il apparaît immédiatement. D'autres disent qu'il joue d'abord avec vous, qu'il vous suit chez vous, qu'il vous rend fou à petit feu. Il ne tue pas tout de suite. Il érode. Des témoins racontent que les phares de leur voiture se sont éteints dès qu'ils ont franchi le pont. D'autres affirment avoir senti une main invisible les agripper par le cou. Et toujours, ce détail récurrent, l'odeur. Une odeur de soufre, de cendre, de sang ancien. Il est dit que les animaux refusent d'avancer, que les chiens hurlent en direction du pont, que les téléphones se déchargent, que les voix enregistrées deviennent distordues et que parfois, une silhouette cornue vous observe depuis les bois. Les apparitions, les récits ne manquent pas. Un jeune couple venu filmer une vidéo pour Halloween retrouve leur voiture rayée de griffures profondes, comme si une bête énorme
avait voulu en déchirer la carrosserie. Un groupe d'amis rapporte un choc sourd, comme si quelque chose avait heurté leur portière. Mais dehors, personne. Rien. Juste cette ombre noire au bout du pont, immobile. Des campeurs affirment avoir vu des yeux rouges briller entre les arbres. Des cris inhumains résonnent parfois dans la vallée, entre les battements lents du vent. Et des femmes jurent avoir entendu un bêlement guttural, mêlé à une voix humaine. Certains, plus rares, affirment avoir vu la silhouette du Goatman en entier. Un torse humain musclé, des jambes animales, une tête de bouc, des cornes recourbées et une peau noire comme le charbon. L'odeur, toujours, précède sa venue. L'air devient irrespirable. Le temps semble se figer. Et alors, tout s'arrête. Plus de bruit, plus d'insectes. Juste lui, à quelques mètres, mais toujours hors d'atteinte. Comme s'il voulait qu'on le voie et qu'on n'oublie jamais. S'agit-il d'histoires vraies? Évidemment, certains rient de cette histoire. Ils parlent de légendes urbaines, de superstitions locales, de canulars répétés pour effrayer les curieux. Mais même ceux qui n'y croient pas ressentent quelque chose quand ils posent le pied sur le pont. Une tension dans l'air. Un poids invisible sur les épaules. Et il y a les témoignages. Ceux qui, 20 ans après, refusent toujours de raconter en détail ce qu'ils ont vu cette nuit-là. Ceux qui déménagent sans prévenir. Ceux qui brûlent toutes leurs photos après être revenus du pont. Les enquêteurs du paranormal s'y succèdent. Certains en reviennent avec des enregistrements troublants, des murmures, des cris lointains, des interférences. D'autres repartent bredouilles, mais avec le sentiment qu'on les observait. Le Goatman est devenu un mythe, un emblème pour les amateurs d'horreur. Mais pour les habitants de la région, ce n'est pas un jeu. C'est une mise en garde. Et quand le soleil se couche sur Denton County, que les grillons se taisent et que le vent cesse de souffler, le vieux pont rouillé grince doucement, comme s'il respirait encore. Alors, si un jour vous y allez, seul, à minuit, et que vous prononcez ces mots, je ne crois pas au Goatman. Restez très attentif. Écoutez le silence. Sentez l'air, car si vous percevez l'odeur du soufre, il est déjà trop tard.